Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez vu les précédentes vidéos que j'ai réalisées avec mes deux co-mousquetaires, Dominique et Dominique, vous avez remarqué que la musique du générique a changé. Donc la musique précédente, c'est celle de Giuseppe Verdi, qui a fait un opéra qui s'appelle La force du destin. Vas-y Dominique, dis-le en italien. La forza del destino. Voilà, la force du destin. Et donc la musique qu'on avait choisie était l'ouverture de La force du destin. Et là, nous n'avons pas la possibilité de vous faire écouter cette musique, donc j'en ai choisi une autre qui me paraissait aussi correspondre au sujet de cette vidéo. C'est la musique de Danny Elfman pour La planète des singes, le film de Tim Burton. Pourquoi ça me paraît de circonstance? C'est parce que je mène un combat contre la rectrice de l'Académie de Reims, qui s'appelle Hélène Incel, et je mène ce combat depuis 3 ans, puisque depuis 3 ans, Hélène Incel a soutenu 2 chefs-haïonnes d'établissement, l'une en printemps 2016 qui s'appelait Nathalie Aulas-Beaufray, contre qui j'ai porté plainte pour harcèlement moral, et l'autre qui s'appelle Valérie Richard, et qui est actuellement, pour quelques semaines encore, principale du collège de Suippes, dans la Marne. Donc ça paraît de circonstance, puisque La planète des singes raconte une lutte entre les singes qui sont devenus plus évolués que les humains et quelques humains qui ont atterri sur la planète et qui ne savent pas pourquoi les singes ont pris le pouvoir et leurs pauvres collègues humains sont réduits à l'état de serfs, S-E-R-F-S. Alors, cette vidéo est la suite de la numéro 7 que nous avons réalisée avec mes deux mousquetaires et dont le sujet était la collusion des hiérarques de l'éducation nationale. Donc hiérarque, ça veut dire simplement quelqu'un qui est responsable dans la hiérarchie d'une administration publique. Donc la collusion entre les hiérarques et certains syndicalistes. Je dis bien certains syndicalistes, parce qu'il s'en trouve heureusement qui ont des convictions et qui les expriment par des actes. Et donc dans le précédent entretien avec Dominique, j'avais exposé 2 cas de couardise de syndicalistes qui appartenaient à Sud Éducation, qui pourtant Sud est pourtant un syndicat très revendicatif et supposément anti-hiérarchie, et puis un autre syndicat qui s'appelle le SGEN, Syndicat Général de l'Éducation Nationale, qui appartient à la CFDT. Et dans cette vidéo, je vais exposer 2 autres cas qui sont particulièrement choquants. Alors, à la fin de la vidéo numéro 7, j'ai dit que on pourrait intituler ce duo, la 7 et la 7 bis, on pourrait l'intituler les syndicats du crime. C'est une expression qui va choquer beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, j'en suis sûre. Surtout si ils ou elles n'appartiennent pas à l'éducation nationale. Et surtout si ils ou elles sont syndiqués et sont de bons syndicalistes. Alors, cette expression syndicat du crime, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est l'auteur d'un livre que vous avez vu dans le générique. Donc ce livre, je vais le remontrer à la caméra. Voilà, je le baisse, je le rapproche, je le recule. Voilà. Donc, vous pouvez voir sur la couverture de ce livre l'auteur, Daniel Arnaud. Vous pouvez voir qu'il y a un jeu de mots dans le titre, puisque ce livre dénonce, preuves à l'appui bien sûr, le harcèlement moral dans l'enseignement service public. Donc il y a un jeu de mots sur, c'est un jeu de mots un peu, c'est de l'humour noir si vous voulez, sur les services publics dans les services publics. Et ce livre est paru en 2013. L'auteur, Daniel Arnaud, est un ancien enseignant qui a depuis démissionné de l'éducation nationale tellement il était écœuré par des méthodes quasi mafieuses. Et donc l'expression syndicat du crime se trouve à la page 115 de son livre. Je vais la montrer à la caméra. C'est bon? Je l'approche encore? Voilà. Donc Daniel Arnaud a écrit son livre, a publié son livre aux éditions L'Harmattan, une très bonne maison d'édition, très sérieuse.
Le livre est paru donc en 2013 et Daniel Arnaud, depuis, n'a jamais été traduit en justice pour injure publique parce qu'il avait intitulé un chapitre de son livre « Syndicat du crime ». Alors, pour justifier donc cette expression, je vais vous lire cette partie-là. Ça va être bref. Il paraît que je parle parfois trop vite, donc... Comme dans n'importe quel système mafieux, cet appareil de domination implacable, donc là il parle de l'appareil de domination des hiérarques, tend à infiltrer tous les rouages de la machinerie administrative de façon à s'assurer la collaboration, notez bien le mot collaboration, de serviteurs zélés. La moindre ébauche de résistance, elle, est écartée ou éliminée. Vous avez peut-être fait le lien avec la devise « Obéir, c'est trahir et désobéir, c'est servir », devise qui était celle de l'une des parties de la résistance, notamment gaulliste. Il y avait la croix de Lorraine pour symboliser que c'était gaulliste. Donc la moindre ébauche de résistance, elle, est écartée ou éliminée, impitoyablement. Ce sont ces collaborateurs dévoués corps et âme, en l'échange de menus services, qui permettent au système de perdurer à tous les niveaux de la pyramide institutionnelle. Donc le système, c'est le système hiérarchique dans l'éducation nationale. Alors là, il cite un autre écrivain, donc c'est une citation. La hiérarchie sait pouvoir compter sur des interlocuteurs compréhensifs, ça c'est une antiphrase, hein, ça veut dire que... Faisant carrière loin des classes qu'ils ont quittées, ça c'est les syndicalistes, faisant carrière loin des classes qu'ils ont quittées, enfin des syndicalistes quand même, et où pour rien au monde ils ne veulent retourner. La hiérarchie est donc prête à ces petites concessions payées par le budget de l'État en échange du service de pacification inestimable que lui rendent les syndicats. Voilà. Donc là, c'est un livre qui avait été écrit en 2003. Et donc Daniel Arnaud continue, parce que quand même, service de pacification inestimable que rendent à la hiérarchie les syndicats, c'est une affirmation qui peut, encore une fois, interpeller. Donc Daniel Arnaud continue. Oui, dit-il, oui, des syndicats de collaboration. C'est l'axiome de base pour comprendre l'inanité, donc inanité ça veut dire inaction, inertie, vanité, l'inanité des syndicats d'enseignants. 60% des plaintes pour harcèlement émanent de fonctionnaires. Là, Daniel Arnaud parle des plaintes pénales, ce qui est mon cas, j'ai déposé des plaintes au pénal. 60% des plaintes pour harcèlement émanent de fonctionnaires, de la fonction publique, des administrations de la fonction publique. Le simple fait qu'il n'y ait jamais eu une mobilisation syndicale de grande ampleur pour dénoncer la maltraitance au travail dans les services publics illustre le fait que, pour les grandes centrales syndicales, il s'agit juste là d'un point de détail. Ces syndicats du crime, donc dixit Daniel Arnaud, encore une fois, ces syndicats du crime ne sont que des simples rouages d'une machinerie totalitaire. Encore une fois, les mots sont forts, mais les mots correspondent parfaitement à la réalité. Ne sont que des simples rouages d'une machinerie totalitaire qui substituent aux règles de l'état de droit, qui substituent des pratiques administratives qui le contredisent. Voilà. Dans la machinerie administrative de l'éducation nationale aujourd'hui, les règles de l'état de droit sont piétinées, sont bafouées, et on leur substitue des pratiques administratives qui sont l'exact contraire de ces règles de droit. Et c'est ce dont j'ai fait l'expérience depuis 3 ans. En fait, déjà depuis 2013, puisque mon premier harcèlement, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, mon premier harcèlement date de 2013-2014. Parce que j'avais fait une sorte d'acte de résistance en dénonçant la malhonnêteté d'un chef d'établissement qui avait manipulé des notes d'un examen d'une épreuve du brevet à la hausse. Voilà. Mais tout est là. Syndicats du crime, pourquoi? Parce que ces syndicats, dans leur grande majorité, je parle des syndicalistes dans leur grande majorité, soit ignorent le fléau professionnel du harcèlement moral et n'y voient qu'un point de détail, soit ils connaissent la réalité,
de ce fléau, mais il refuse de le dénoncer publiquement. Voilà. Et ce fléau, c'est, du point de vue du droit, puisque le droit c'est quelque chose qui me tient très à cœur, parce que c'est ce que j'avais répondu une fois à Dominique. Je lui avais dit, si on ne respecte pas le droit, on ne peut pas respecter les personnes. Parce que si on piétine le droit, si on bafoue le droit, on va forcément à un moment donné bafouer les droits des personnes. Et donc, cette ignorance dans les deux sens du terme, c'est-à-dire soit on ne les connaît pas, soit on les connaît mais on les bafoue, cette ignorance des droits, des règles de droit, c'est quelque chose dont je me suis aperçue depuis 3 ans, mais enfin, avec une ampleur que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, vous ne pouvez pas l'imaginer. Quand j'aurai gagné mon combat contre la rectrice, j'écrirai sûrement moi aussi un livre, et là vous pourrez vérifier sur pièce. Alors donc, dans cette vidéo, je vais exposer deux autres cas, comme disait Dominique dans la première, de couardise d'un syndicat. Mais la couardise peut mettre en danger des personnes. Et là, je reviens rapidement à le deuxième harcèlement moral que j'ai subi à Grand-Pré en 2016, au printemps 2016. Donc, dans cet établissement de Grand-Pré, petit établissement rural, le déclencheur du harcèlement a été l'arrivée, le 14 mars 2016, d'une cheffaillonne. Elle s'appelait Nathalie Aulas-Maufray. Elle avait jusqu'à présent été simplement CPE, puis adjointe. Et là, parce qu'il y avait urgence à remplacer la précédente principale, elle est arrivée le 14 mars 2016. Et au bout de 3-4 semaines, j'ai vu qu'elle ne prenait absolument pas au sérieux ma mission d'enseignement, parce que je suis professeur en documentation, et qu'elle allait tenter de me placardiser, c'est-à-dire de m'enlever les 3/4 ou la totalité de mes activités pédagogiques. Mais Nathalie Aulas-Maufray n'a pas harcelé que moi pendant 3 mois. Elle a aussi harcelé et poussé à la maladie professionnelle la gestionnaire de l'établissement qui s'appelait Géraldine Vitry, qui s'appelle toujours Géraldine Vitry. Géraldine Vitry a été poussée à une sorte d'effondrement psychologique parce qu'elle n'a pas dénoncé comme moi le harcèlement moral sous la forme d'une plainte au pénal. Elle ne le pouvait pas, tellement elle avait été cassée psychologiquement. C'était la première fois qu'une telle chose lui arrivait. Et donc, elle est tombée malade à l'été 2016. Et depuis le 22 août 2016, elle est en arrêt maladie, en congé de longue maladie. Voilà, c'est-à-dire ça dure 3 ans. Alors, il faut savoir que en septembre-octobre 2016, j'étais à l'époque membre d'un syndicat qui s'appelle la CGT Éducation. Je pensais que c'était un syndicat qui, même minoritaire, serait assez revendicatif et n'hésiterait pas à interpeller la rectrice et à défendre à la fois moi-même et ma collègue Géraldine Vitry. Alors voilà ce qui s'est passé le 10 novembre 2016. Donc les 2-3 personnes avec qui j'étais en contact à la CGT Éducation, parmi ces 2-3 personnes, il y en avait une qui s'appelle Laurence Corpel. Le 9 novembre, nous sommes allés ensemble, avec un autre syndicaliste qui m'avait aussi aidé, nous sommes allés ensemble voir un avocat à Épernay. J'ai très bien vu que cet avocat, parce que j'étais seule à porter plainte, jugeait que c'était pas possible, c'était le pot de terre contre le pot de fer, donc il n'y arriverait à rien, ça serait peut-être pas rentable pour lui, donc j'ai très bien senti. Pendant cet entretien avec l'avocat, j'ai reparlé de la situation dramatique de ma collègue Géraldine Vitry. Et la syndicaliste, donc Laurence Corpel, a promis d'essayer d'entrer en contact avec Géraldine Vitry. C'est ce qu'elle a fait le 10 novembre 2016. Et elle nous a envoyé, à moi et à d'autres syndicalistes du petit groupe, elle nous a envoyé un courriel, et je vais vous lire ce courriel. Donc elle raconte le contact téléphonique qu'elle a eu le 10 novembre avec, non pas Géraldine Vitry, trop malade à ce moment-là pour pouvoir parler, mais avec le mari de Géraldine Vitry, que je connaissais moi-même, puisque j'avais passé déjà plusieurs
j'avais mangé plusieurs fois à leur table. Voilà ce qu'écrit Laurence Corpel, non seulement à moi, mais à d'autres membres du groupe de la CGT Éducation, dans la Marne. J'ai appelé au domicile de M. et Mme Vitry ce midi, donc jeudi 10 novembre 2016. J'ai discuté avec le mari de Mme Vitry. Témoignage édifiant, 3 points d'exclamation. Il me dit que sa femme est anéantie, réduite à néant, suite aux choses graves vécues au collège, qu'elle est sans arrêt chez le médecin et que c'est compliqué entre eux parce qu'elle ne veut plus en parler. Symptôme classique, on ne peut plus en parler, parce que si on en parle, on craque, de nouveau. Et vous allez voir, c'est ce qui va suivre. Oui, son médecin, donc le médecin de Géraldine Vitry, sait que son état est dû aux agissements de la principale. C'est écrit noir sur blanc. Ça figure sur les arrêts de travail. Mais il n'y a pas eu de déclaration d'accident du travail. Et pour cause. J'ai moi-même fait 3 déclarations d'accident du travail, et si j'ai pu les faire, c'est parce que je n'étais pas anéantie. Or, ma collègue et camarade Géraldine Vitry, à l'époque, était anéantie. Donc elle ne pouvait pas faire seule une déclaration d'accident du travail. Je lui ai demandé, donc c'est toujours Laurence Corpel qui parle, je lui ai demandé s'il pouvait nous en envoyer une copie. Il ne veut rien faire sans le feu vert de sa femme. Il sait qu'elle ne voudra ou pourra certainement pas. Elle a peur. C'est écrit entre guillemets. Ça veut dire que c'est le mari de Mme Vitry qui dit à Laurence Corpel, elle a peur. Des représailles, bien sûr. Et lui se dit perdu. Il ne comprend pas comment on peut laisser quelqu'un comme ça en poste. Alors là, il faut expliciter comment on, c'est la hiérarchie, et quelqu'un comme ça, c'est la principale, la chefaillonne, Nathalie Aulas-Mauffret, la harceleuse. Il sait qu'il y a d'autres victimes qui ont le même tort que son épouse, c'est-à-dire Géraldine, et Jocelyne, c'est-à-dire moi. Et ce tort, c'est vouloir bien faire leur travail. Madame Vitry a travaillé 18 mois au collège, sans problème, avant l'arrivée de la principale. C'est ce que j'ai toujours dit. La précédente principale du collège de Grand-Pré s'appelle Corinne Perronne. Madame Vitry, Géraldine, avait travaillé avec elle depuis septembre 2014 et elle n'avait eu aucun problème. Madame Vitry m'avait dit à moi, quand elle s'était confiée à moi, que elle et Corinne Perronne travaillaient comme ça. Après, elle a été très déçue aussi parce que Corinne Perronne n'a fait aucun acte de soutien à Géraldine Vitry. Donc Géraldine Vitry devait reprendre le travail le 31 novembre, mais sa psychiatre veut qu'elle soit arrêtée toute l'année. Ce qui suit est énorme. C'est Laurence Corpel, une syndicaliste, qui écrit cela. Hein. Donc, la psychiatre de Géraldine Vitry a contacté l'assistante sociale de l'inspection académique des Ardennes, qui a tout raconté à la principale, qui a tout raconté à Nathalie Aulas-Mauffret. La psychiatre a contacté la médecin, la médecin conseillère technique du rectorat, qui s'appelle Anne-Marie Casanou, à qui j'ai eu affaire aussi. Mais, alors elle a contacté, donc la psychiatre de Géraldine Vitry a contacté cette médecin par courrier, mais pas de suite, aucune suite. Rien n'est mis en place pour un passage de Géraldine Vitry en congé de longue maladie, et elle risque donc, à fin novembre, elle risque donc de passer à mi-traitement, c'est-à-dire d'avoir la moitié de son salaire par mois. Parce qu'elle était jusqu'à présent en congé de maladie ordinaire. Donc c'est 3 mois la durée. La CGT Éducation va demander à faire le point sur sa situation. Voilà, ça c'est une déclaration d'intention forte. La principale a appelé M. Vitry et l'a menacé. Elle voulait absolument le numéro de la ligne qui se réserve à des fins médicales, parce que lui aussi était gravement malade, et il était gravement impacté par la situation de sa femme, la souffrance de sa femme. Il allait me dire d'autres choses, mais il n'a pas pu continuer, je vous assure. Nous avons dû interrompre la conversation, tellement il avait du mal à trouver son souffle. C'est une syndicaliste qui écrit ça, elle l'a constaté. Il a mes coordonnées et a bien compris ma démarche. Je suis prête à me déplacer. On ne fera rien sans Madame Vitry. Mais les 2 dossiers, c'est-à-dire le mien, puisque j'avais déjà porté plainte, et celui de Géraldine Vitry, s'est offré l'un l'autre. Il va lui en parler. Et elle conclut, Laurence Corpel conclut. J'ai laissé un message au téléphone de Renaud Rouffignac. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. De Renaud Rouffignac, qui était à l'époque le secrétaire du CHSCT académique, je rappelle, CHSCT, Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, instance très importante pour défendre les droits des fonctionnaires.
en lui demandant de me rappeler. Donc, ce courriel a été écrit le 10 novembre 2016 par une représentante du personnel, membre du syndicat CGT Éducation, qui a pu constater, en téléphonant au mari de Géraldine Vitry, qui a pu constater à la fois la situation de souffrance qui perdurait de Géraldine Vitry, pour qui j'ai fait moi-même une quarantaine de signalements, et elle a pu constater aussi à quel point le mari de Géraldine était impacté par la souffrance de son épouse. Eh bien, Laurence Corpel a refusé de faire ce que je lui proposais et ce que je lui ai à un moment donné demandé. Parce que je lui ai dit que c'est ton devoir. Elle a refusé de le faire. Je lui demandais de faire par écrit, et c'est dans le fonctionnement du CHSCT académique, c'est prévu, de faire un signalement par écrit au CHSCT académique. Elle se préparait à téléphoner au secrétaire du CHSCT académique pour lui parler de ce qu'elle venait d'entendre et d'apprendre. Donc je lui demandais de faire un signalement par écrit, et ce signalement par écrit venant d'une représentante du personnel aurait eu énormément de poids et aurait en quelque sorte obligé à la fois le CHSCT académique, mais par ricochet la rectrice d'académie, à inclure Géraldine Vitry comme témoin nécessaire dans l'enquête administrative que par ailleurs j'avais exigé de la rectrice et qu'elle a été obligée de diligenter. Donc Laurence Corpel, là par manque de temps je ne peux pas vous montrer les autres courriels que nous avons échangés, mais je les ai bien sûr. Laurence Corpel a refusé d'appliquer un article du Code du travail qui dit que n'importe quel travailleur doit prendre soin de la santé des autres travailleurs. Je lui ai envoyé cet article du Code du travail. Elle a refusé d'appliquer l'article, si je me souviens bien, c'est 223-6 du Code pénal, qui dit qu'il est de devoir de toute personne, si cela ne nuit pas à cette personne, d'apporter du soutien et de l'assistance à une autre personne qui se trouve en danger. Et elle a refusé de faire un signalement par écrit au CHSCT, alors que c'est totalement prévu dans le décret 82-446, si je me souviens bien, ou 442, c'est un décret qui régule le fonctionnement du CHSCT académique. Donc elle a refusé de faire cela. Voilà. Donc, Dominique. Oui. Selon toi, Jocelyne, qu'est-ce qui aurait pu arriver à cette personne qui était en grande difficulté et qui était en souffrance de toute évidence? Quelles auraient pu être les conséquences sur sa santé, sur sa sécurité, sur... Alors, nous en avons déjà parlé, puisque j'en ai parlé lorsque tu m'avais permis d'expliquer un peu mieux quelles étaient les conséquences psychologiques et médicales. Géraldine, comme je l'ai déjà dit, a été hospitalisée au mois de fin juillet 2016. Elle a été hospitalisée à Charleville-Mézières pendant 5 jours parce que, et c'est son mari qui me l'a dit par la suite, parce que je crois qu'elle est restée 2 jours avec 41 de fièvre. Elle était tombée dans une sorte d'état comateux. Voilà. Mais ce qui peut arriver, tu peux toi-même en tant qu'infirmière le dire aussi. Tout à fait. Parce que tu as sûrement eu beaucoup plus des centaines d'occasions de le constater que moi. De le ressentir, d'en être témoin et moi-même de l'avoir parfois ressenti également personnellement. Est-ce que tu penses que on aurait pu jusque-là même pu parler de mise en danger des jours de Géraldine? Ouais. Je me souviens parfaitement que quand son mari m'a appris qu'elle avait été hospitalisée et qu'elle était restée pendant 2 jours avec 41 degrés de fièvre, je me souviens parfaitement qu'il m'a dit j'avais l'impression qu'elle se laissait mourir. Voilà. Oui. Tout est dit. Suicidaire peut-être. Tout est dit. Enfin, ça arrive à parce certaines que personnes dans les mêmes conditions. Voilà. Parce que Géraldine, la dernière fois que nous nous sommes parlé au téléphone, c'était le 16 juillet 2016. Mais après cela, elle n'a eu plus personne pour lui parler. Et après cela, il y a eu, et c'est classique chez les victimes de harcèlement moral, il y a eu une sorte d'effondrement psychologique.
Je crois qu'en psychiatrie, ça s'appelle une décompensation. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a eu une sorte d'écroulement intérieur. Et à ce moment-là, au moment où Laurence Corpel a eu son mari au téléphone, eh bien, elle était incapable. Et c'est pour ça que j'en veux personnellement à Laurence Corpel. Elle était incapable, Géraldine, de faire toute seule une déclaration d'accident de service. Voilà. Et il ne fallait absolument pas s'arrêter au fait que son mari dise « Mais non, il faut attendre ce qu'elle veut pas ». Elle n'était pas dans son état normal. Marie qui en plus était en grande difficulté. Exactement. Et donc c'était, je veux dire, c'était la fonction et la mission d'une représentante du personnel encore plus syndiquée, encore plus possédant les armes juridiques que je lui avais fournies. Et voilà. Et elle ne l'a pas fait. Non seulement la connaissance du droit, mais aussi la connaissance de l'État. Voilà, elle ne l'a pas fait. Alors, je ne sais pas si nous allons prendre les 3 minutes qui nous restent pour le dernier cas. Je vais aller assez vite, finalement, parce que j'avoue, je suis tellement écœurée que... Le dernier cas, chers auditeurs et auditrices, il concerne ce syndicat. Est-ce qu'on voit bien le logo? Voilà. Donc, les gens qui sont dans l'éducation nationale vont le reconnaître parce que c'est le logo du SNES, Syndicat national de l'enseignement secondaire, et c'est le syndicat majoritaire. Ce courrier date du 20 novembre 2019. On le voit bien? Voilà. Il est signé par ce monsieur, Christophe Girardin, secrétaire académique du SNES. Il est envoyé à la rectrice. Alors, je vous fais grâce de tout ce qui est écrit à l'intérieur. En gros, Christophe Girardin dit à la rectrice que depuis environ octobre, il a reçu des mails, il a reçu des appels téléphoniques et il s'est entretenu avec mes collègues du collège Louis Pasteur de Suippes pour qui se plaignent du mal-être, de l'anxiété, d'un climat délétère dans l'établissement, dont je serai la seule fautive. Voilà. Il dit en plus à la rectrice que 2 délégués syndicaux du SNES sont venus dans mon collège le 7 novembre pour parler avec une quinzaine de personnes, de profs, présents dans la salle des professeurs. Et il demande à la rectrice de faire cesser cette anxiété, ce mal-être chez les personnes à qui il a pu parler ou dont il a pu lire les écrits. Voilà. Il précise que certaines de ces personnes, de ces professeurs qui sont dans un tel état d'anxiété qu'ils et elles ont demandé la protection fonctionnelle de la rectrice, il remercie la rectrice de leur avoir accordé cette protection fonctionnelle. Sauf que ce monsieur Christophe Girardin, eh bien, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que monsieur Christophe Girardin se permet dans mon dos d'envoyer un tel courrier à la rectrice en lui demandant en gros de me faire dégager parce que je cause trop de problèmes et je cause trop d'anxiété à ces pauvres professeurs à qui il a parlé. Mais Christophe Girardin, non plus que les 2 délégués syndicaux qui sont venus au collège de Suippes le 7 novembre 2018, ne m'a jamais parlé à moi. Quand les 2 délégués syndicaux sont venus au collège de Suippes le 7 novembre, sont-ils et elles venus me voir au CDI? Alors évidemment, le mercredi, je ne suis pas là. Ils ont bien choisi le jour. Mais il y a eu une autre réunion syndicale qui s'est tenue un lundi, toujours fin novembre. Et là, les 2 syndiqués ne sont pas venus me voir. Donc voilà un type qui, en tant que secrétaire académique du SNES, dans l'académie de Reims, prend fait et cause pour la cabale diffamatoire de plusieurs personnes contre qui je vais devoir plus tard porter plainte. Il prend fait et cause pour cette cabale diffamatoire sans, à une seule reprise, chercher à entrer en contact avec moi pour déjà voir par lui-même si je suis effectivement aussi anxiogène que ces individus le prétendent, et sans une seconde chercher à écouter ma propre version des faits. Version des faits qui, je le rappelle, est étayée par des courriels. Des courriels. J'ai des pièces et j'ai des enregistrements audio qui prouvent ce que je dis, et ceux dont j'accuse la principale du collège de Suippes, et ceux dont j'ai été obligé d'accuser 2 professeurs du collège de Suippes. Donc, ce monsieur Christophe Girardin, il a reçu de ma part, le lundi 20 mai 2019, en copie,
un courriel à la rectrice la veille du conseil de discipline qu'elle avait programmé pour moi. Voilà. Il a été mis en copie du courriel que j'ai adressé à la rectrice. Juste pour qu'il sache que désormais, je sais que M. Christophe Girardin a participé à mon insu, dans mon dos, à une cabale diffamatoire. Et qu'il demandait dans ce courriel, en gros, à la rectrice de se dépêcher de me faire dégager. Je lui ai envoyé en copie le courriel que j'ai adressé à la rectrice. Voilà. Parce que moi, je ne fais jamais les choses dans le dos. Et ce monsieur, ainsi que les 2 délégués syndicaux qui sont venus au collège et qui n'ont pas cherché à me parler, ce monsieur et ces 2 délégués n'ont pas fini d'entendre parler de moi. Ainsi se termine la vidéo intitulée « Les syndicats du crime » et je vous assure que ça m'a demandé un gros effort pour vous expliquer à la fois leur couardise, leur opportunisme, leur carriérisme et finalement leur mépris des règles de droit et de mes droits en particulier. Je vous dis à bientôt parce que j'espère bien continuer à faire d'autres vidéos avec mes co-mousquetaires Dominique et Dominique. Au revoir à toutes et à tous.